Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local de TLT. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 12 septembre. Les agriculteurs sont venus défendre leurs produits. La survie de leur métier dépendrait de la mise en place de circuits de proximité. Les artisans ont de plus en plus de mal à remplir leur carnet de commandes. Ils ont prévu une opération coup de poing à Toulouse demain matin. Et enfin, un programme sportif bien chargé pour les jours à venir. Je reçois ce soir Xavier Paloux, éleveur de moutons et céréalier, qui viendra nous parler des difficultés des agriculteurs à sauver leur métier. Et Samuel Prieur, notre journaliste à la rédaction et journaliste sportif, qui va nous accompagner pendant cette édition. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, consommer local et consommer pas cher, c'est possible. C'est en tout cas ce que soutient le syndicat agricole, la coordination rurale. Ce matin, une vingtaine de producteurs participaient à un marché militant centre-ville. Ils défendent la juste rémunération de leur travail. Marlène Canal les a rencontrés. Comme chaque année, depuis 4 ans déjà, une poignée de producteurs régionaux se sont donné rendez-vous place du Capitole pour une vente directe. Il s'agit pour eux de sensibiliser le consommateur sur la traçabilité notamment et la qualité des produits. On parle avec le commerçant, on sait où il habite, voilà, c'est un contact personnalisé. Je pense que c'est son juste prix à lui. Bon, c'est pas forcément le mien parce que je préférerais que ça soit moins cher. Mais bon, enfin, non, mais moi je considère que c'est plus cher par rapport aux grandes surfaces, mais il y a un contact, un service, une qualité qui est différente. Une qualité qui a un coût, car l'éducation du consommateur passe aussi par là. Ce marché syndical militant dénonce les marges toujours plus importantes des supermarchés sur les produits, et ce, au détriment de l'agriculteur. Personne ne tient compte de la marge de l'agriculteur, qui a un coût de revient par rapport à sa production de lait, de melon ou de pommes, c'est exactement le même principe. Et il doit faire son prix de revient plus la marge pour dégager un revenu qui est normal par rapport à tout travailleur en France. On doit trouver sur ce type de marché des produits moins chers, à qualité égale par rapport au supermarché ou la grande distribution en général. Nombreux sont aujourd'hui les agriculteurs qui se détournent des circuits de vente en grande surface pour ces ventes directes. Il faut produire énormément, il faut faire une grosse production. Et alors le souci qu'on a, c'est que si vous tombez sur une mauvaise année, quelque part, si vous avez deux mauvaises années consécutives, vous pouvez dire que vous pouvez arrêter. Donc à partir de là, c'est pour ça que je préfère direct en faire bien moins et marger un petit peu plus de telle manière, et je pense que tout le monde s'y retrouve. Signe de ce contexte économique difficile pour les producteurs, dans le sud du département, les jeunes agriculteurs ne reprennent plus les exploitations. Alors en fait, une exploitation sur 5 aurait disparu faute de repreneurs entre 2000 et 2010, un chiffre conséquent. Xavier Paloux, vous étiez ce matin place du Capitole pour défendre les filières courtes. Vous, personnellement, puisque vous êtes éleveur et céréalier, est-ce que vous êtes confronté à ce problème des prix au rabais imposés par les chaînes d'intermédiaires en fait? Mais disons que nous sommes prisonniers des produits puisque on est dans un circuit obligatoire dès le moment où on vend dans le circuit de la distribution et de la transformation. Donc on est confronté, il y a des systèmes de cadrans, de prix déjà mis en place et il est difficile de vendre plus cher. Donc bien souvent l'agriculteur aujourd'hui, quand il vend au circuit traditionnel, vend en dessous du prix de production. Alors la solution, ce serait ces fameux circuits de proximité. En quoi ça consiste? Alors les produits de proximité consistent tout simplement à vendre les produits du producteur directement au consommateur. Et ces produits du producteur sont dans la région localement, ils sont cueillis 2 ou 3 jours à l'avance de manière à avoir des produits vraiment de très bonne qualité, de label et de terroir, et de manière à ce que le consommateur soit vraiment satisfait du produit. Et d'ailleurs, il ne s'y trompe pas, puisque ce matin, nous avons été véritablement dévalisés, parce que vraiment, les gens qui viennent sur le marché s'aperçoivent qu'ils ne regardent pas, ils achètent, ils savent que c'est moins cher dans les circuits traditionnels, ils achètent et ils savent que c'est bon, ça a bon goût. Et
et ils se rappellent surtout de leur grand-mère qui produisait de bons légumes, et ils s'y retrouvent, ils sont contents. Et ça a été évoqué dans le sujet, la vente directe. Pour le consommateur, ça a quand même un coût. Ah, bien sûr, ça n'a jamais été gratuit, ça ne pousse pas tout seul. Mais le problème, c'est qu'on y retrouve son compte. N'importe qui, aujourd'hui, est capable d'acheter de nos produits. Parce que de toute façon, ils sont moins chers que dans la grande distribution, et ils sont de meilleur goût. Donc, les gens qui ont des difficultés financières peuvent se nourrir à bon compte. Vous pouvez nous donner un exemple sur un produit? Eh bien, on peut trouver un kilo de pommes à 1 euro, alors qu'on le trouve naturellement beaucoup plus cher dans le circuit traditionnel. Et on ne sait surtout pas d'où arrive le produit. Il peut arriver du Chili, bourré de frigorifiques. Donc aucun goût, aucune saveur. Donc il est urgent que de toute façon les consommateurs en prennent conscience. On est en train de changer de système et de façon de vivre. On s'orientera petit à petit et ça se développera. On arrivera à trouver une production artisanale plutôt que d'une production de type industriel. Enfin, malgré tout, les grandes surfaces, c'est quand même la solution de facilité. On trouve tout. Alors, comment pensez-vous survivre aux grandes surfaces, en fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour tout le monde. C'est le choix de chacun. On vit dans un monde de liberté. Donc, il y en a qui aiment manger avec des saveurs, des goûts, des produits qui se respectent et il n'est pas question de se remplir le ventre, il est question de déguster. Et les gens qui veulent déguster, eh bien, se tournent vers le producteur. Alors comment on peut développer ces fameux circuits de proximité? Eh bien, tout simplement, il faut donner la possibilité aux producteurs de trouver des points pour pouvoir rencontrer ces consommateurs. Des points de vente, en fait. Des points de vente, voilà. Et je lancerai même un appel à monsieur le maire de Toulouse de nous donner la possibilité de développer ces points de vente et aux organismes aussi du circuit des marchés, des commerces et des marchés de la ville de Toulouse, de manière à ce qu'ils nous trouvent facilement des points de vente, de manière à ce que nous puissions être en contact avec le consommateur. Et oui, parce qu'on le rappelle, donc sur les marchés, la plupart des marchands présents sont en fait des revendeurs. Alors merci Xavier Palouse pour cet éclairage sur les circuits de proximité. Je vous remercie. Les artisans du bâtiment sont en colère, des carnets de commandes qui ne se remplissent plus et des charges qui ne cessent d'augmenter. Après une première manifestation en janvier dernier, ils ont décidé de hausser le ton. Les artisans bloqueront donc demain matin l'accès à la ville au moyen de barrages filtrants à la Sépierre et à la Lande dès 6h30. Ils se rendront ensuite à la préfecture. Ils réclament notamment la mise en place d'une TVA à 5% sur la rénovation, une taxe qui est aujourd'hui à 7%. On le sait, on est dans une situation de crise, donc tous les secteurs déjà sont impactés. Nous plus particulièrement, puisque dans le bâtiment on a déjà eu une augmentation de TVA sur la rénovation, on est passé de 5,5 à 7. On a la concurrence étrangère qui vient sur nos secteurs, donc il est évident que le tarif horaire des étrangers n'étant pas le même que le nôtre, on est directement impacté. Et puis le pouvoir d'achat de nos clients qui nous inquiète beaucoup, puisque si en plus on augmente la TVA, ils vont avoir de grosses difficultés à financer leur chantier. Donc ça veut dire pour nous baisse de carnet de commandes, augmentation des charges, perte d'emploi, difficulté à prendre des apprentis. Donc c'est assez catastrophique quand même. Les pompiers avaient manifesté leur ras-le-bol mercredi 4 septembre dernier dans les rues de Toulouse suite à l'agression de 3 d'entre eux lors d'une intervention. Ils ont depuis reçu des excuses de leur direction qui a également reconnu ses erreurs dans la gestion de cet épisode. Pour les pompiers, c'est une première étape. Ils se donnent désormais 2 semaines pour rédiger leurs doléances et les déposer à la préfecture. Et pour conclure notre volet social, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, était à Toulouse pour 2 jours afin de rencontrer les militants de Midi-Pyrénées, des salariés de l'aéronautique, de Vinci, des acteurs de la santé au travail et du handicap.
Jean-Marc Lucas a fait le point avec lui sur la réforme des retraites, l'assurance chômage et l'a questionné sur les rapports de son syndicat avec la CGT. On n'est pas d'accord. Mais quoi de plus normal dans une démocratie que deux organisations syndicales ne soient pas toujours d'accord? Si on était toujours d'accord, il n'y en aurait qu'une seule. En même temps, l'union syndicale, en général... Mais l'unité syndicale, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour faire aboutir des idées. Et ce qui est problématique aujourd'hui dans ce pays, c'est que l'unité syndicale est souvent contre quelque chose, mais pas pour proposer ensemble. Je prends l'exemple des retraites. La concertation s'est ouverte. Nous avons remis dès le départ nos propositions au gouvernement, en leur disant voilà où sont nos propositions et pour avoir des droits nouveaux pour les salariés, et voilà où sont nos lignes rouges. Quelles sont donc les propositions que la CFDT n'accepterait pas? Il est impossible qu'un jour ou l'autre, on ait 45 ans de cotisation et que vous l'acceptiez. Bien sûr, c'est impossible. Et ceci étant, c'est plus d'actualité ce sujet. Ce sujet, il est tranché par la proposition de loi que le projet de loi que le gouvernement va déposer à l'Assemblée. Et qu'on le sait aujourd'hui, c'est 43 ans. Il y a même un engagement du gouvernement de dire qu'on n'ira jamais au-delà. S'il y a un changement de gouvernement. Mais vous savez, il peut se passer 25 000 choses d'ici dans les 20 ans qui viennent. Je crois qu'il faut arrêter d'essayer de faire peur aux gens qui vivent aujourd'hui avec des situations d'il y a dans 30 ans dont on ne mesure pas tous les paramètres. Les jeunes aujourd'hui, leur problème, c'est de trouver un emploi, c'est d'avoir une formation initiale de qualité, c'est de ne pas vivre la précarité. Précarité, on en parlera à l'automne avec la renégociation de l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, ce que dit la CFDT, c'est qu'il est hors de question de baisser le droit des chômeurs, de l'indemnisation des chômeurs. À partir de là, il faut regarder où est-ce qu'on peut trouver des ressources supplémentaires pour maintenir un niveau d'indemnisation important, dont je rappelle que depuis 2008, il a permis à des milliers et des milliers de salariés qui se sont retrouvés au chômage de vivre, de survivre. Et donc ce serait une grosse bêtise socialement, mais aussi économiquement en termes de croissance, de baisser l'indemnisation des chômages comme certains au MEDEF l'espèrent. Une nouvelle douloureuse pour nos porte-monnaies à présent. Toulouse serait la ville la plus chère de France, hormis Paris, en matière de parking. C'est ce qu'a révélé l'UFC Que Choisir. 2,73 € par heure, ce serait le tarif moyen à Toulouse, soit 30 centimes de plus qu'à Bordeaux et Marseille, pour une moyenne nationale de 1,80 €. La mairie s'est engagée à renégocier des contrats signés avant leur mandature en 2014. Du sport à présent avec vous, Samuel, bonsoir. Bonsoir. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le hand. Et oui, le handball, parce qu'il y a un match ce soir, là, dans 1h30 à peu près, c'est au Palais des Sports, à Compense-Caffarelli. Le Phoenix Toulouse Handball rencontre le Paris Handball. Et en fait, c'est un match de gala, quoi. C'est la première journée du championnat et c'est le champion de France en titre, Paris. Donc, alors le Phoenix avait hâte de reprendre la compétition après des semaines de préparation. Ouais. On va voir un petit spot, je crois, qui présente le match Phoenix-Toulouse contre Paris. Ça a été réalisé par le club du Phoenix Toulouse. Voilà, c'est ce soir, donc à 20h45 au Palais des Sports. Ils ont hâte de reprendre la compétition parce que la phase de préparation a été longue. Ils se sont préparés comme d'habitude à Luchon et ça fait 4 ans qu'ils vont à Luchon. Là, depuis, ils ont fait un tournoi international. Ils ont rencontré le FC Barcelone, c'est ce qui se fait pratiquement de mieux en Europe. Ils ont rencontré la Riora, c'est le 3e club en Espagne. Voilà, ils ont joué contre des grosses équipes et maintenant, enfin, le championnat reprend et ils se confrontent à ce qui se fait de mieux en France. Parce que Paris, il y a Lucas Ballot, il y a Daniel Narcisse, il y a Mikkel Hansen, c'est un joueur danois qui est considéré comme le meilleur joueur du monde avec Karabatic. Voilà. Un adversaire de taille, quoi. Un adversaire de taille, qui a un budget colossal. Ils ont 12 millions de budget. C'est énorme parce que le Phoenix Toulouse Handball, en comparaison, a 2,7 millions d'euros. La disproportion, on la retrouve dans le hand comme dans le foot, Comme dans le foot. En fait, le Paris Saint-Germain, dans le foot et dans le handball, ça a été racheté par le fonds Qatar. Donc, c'est la même chose. Ils ont plus de budget que les autres clubs et effectivement, très grosse machine, quoi. La différence est claire. Alors, concernant les effectifs, est-ce qu'il y a des nouveautés cette saison à Toulouse? À Toulouse, il y a eu un recrutement assez ciblé, notamment dans le championnat d'Espagne, parce que le championnat d'Espagne connaît un peu la crise aussi, clairement. Donc, du coup, là, on voit des images du club du retour à l'entraînement. Ils ont recruté en Espagne donc un joueur du FC Barcelone, justement, qui est prêté, parce qu'il y a un partenariat entre les deux clubs.
Donc il y a plusieurs joueurs, il y a un Gonzalo Pérez de Vargas, c'est un gardien. Voilà, ils ont 2 gardiens à Toulouse et il sera vraiment à suivre. Et là on les voit justement contre le club espagnol, la Riora. Il y a 2 joueurs également, Ilic et Osmajic, des joueurs des Balkans qui sont venus rejoindre les rangs toulousains. Et ça promet parce qu'il y a toujours Jérôme Fernandez, voilà, le leader emblématique. Il y a Valentin Porte aussi, qui est un joueur de l'équipe de France. Donc on espère que l'osmose va fonctionner. Et alors pour les téléspectateurs qui seraient intéressés, on en est où du côté des places ? Au niveau des places, il y a toujours des places en vente, donc il reste 1h30. Donc si vous voulez aller au Palais des Sports André Brouat, c'est tout à fait possible. Et je crois qu'il y a 3500 places qui ont été vendues. Le Palais des Sports fait un petit peu plus de 4000 places, donc c'est toujours possible et il faut tenter sa chance, effectivement. Donc un grand moment qui nous attend ce soir pour on l'espère. Après, le résultat, ça peut être compliqué. Moi, j'avoue que je ne mettrai pas une petite pièce sur le Phoenix Toulouse Handball, mais pourquoi pas. Mais vous lui laissez sa chance. Oui. Très bien, alors le hand c'est pour ce soir, mais le programme du week-end s'annonce également chargé. Le Toulouse Football Club peine ce début de saison. Dernier de la Ligue 1, les Violets doivent affronter samedi l'OM. Actuellement second du classement, les supporters réagissent et jaugent les chances de leur club au micro de Jérôme Bollock. Pronostic, moi je joue le nul. Un bon 2 partout je dirais, ouais. Un match avec des buts, un enjeu. Et on bloque Marseille. À part l'entraîneur que j'aime pas, Casanova, après l'équipe est bien et je pense qu'ils peuvent gagner l'OM. Oui. Je penserais plus vers l'OM quand même, hein. Même si je soutiens Toulouse, mais je suis pas sûre. Je regarde pas le foot. J'ai regardé le TFC mais au rugby, moi, je sais pas. Et honnêtement, je pense que ça va être très très difficile pour après-demain. Mais on peut toujours rêver, il ne faut pas perdre espoir. Toulouse, ils sont très imprévisibles. Enfin, je pense qu'ils ont dépensé de l'argent là où il fallait, mais qu'ils n'arrivent pas à se mettre en place pour le moment, c'est ça le problème. C'est dur, hein. C'est dur, mais c'est là où il faut les supporter. Et je pense que c'est au niveau de tactique surtout. Il manque un petit truc, donc je pense que ça va s'arranger. On a mal commencé, mais je pense qu'on va bien, ça va s'arranger. Et vous alors Samuel, vos pronostics ? Moi je ne m'hasarderai pas sur un pronostic avec le TFC. C'est pas évident, hein. Ils ont un début de saison très compliqué, on l'a dit, hein. C'est 4 matchs de championnat joués, 2 défaites, 2 matchs nuls. Le TFC est dernier, ils peuvent lancer leur saison, on va dire, samedi. Ils ne peuvent que rebondir. Et contre l'OM, c'est vraiment l'occasion. S'ils gagnent, allez, le championnat est lancé, on peut repartir sur une nouvelle base. S'ils perdent, par contre, la situation s'aggrave et effectivement, ils vont avoir rapidement besoin de points parce qu'être lanterne rouge, c'est pas excellent. Alors on n'oublie pas le rugby, le stade affronte le Biarritz Olympique samedi également. Merci pour cette analyse Samuel. Nous allons terminer cette édition avec du cinéma. Les valseuses, tenues de soirée, buffet froid, ça vous parle sans doute. C'est lui, Bertrand Blier. La Cinémathèque lui consacre une rétrospective avec 12 films au programme. À voir ou revoir. Jean-Marc Lucas a rencontré le réalisateur. Voici une partie de cet entretien que vous pourrez découvrir dans son intégralité ce soir à 19h25 et 22h35 sur TLT. On n'est jamais le maître absolu sur un film. Le cinéma, c'est un travail d'équipe. Alors évidemment, le metteur en scène, d'autant plus quand il est auteur et qu'il a écrit le scénario et les dialogues, c'est vrai que c'est lui le patron. Mais en même temps, on est très épaulé par le directeur de la lumière, par exemple, et par les acteurs qui peuvent avoir un petit peu de doute dans l'œil quand on leur demande un truc. On sent le doute. Et là, on se dit, ah, attends, je suis peut-être en train de dire une connerie. Il faut faire attention parce que l'acteur a un instinct parfois plus grand que le metteur en scène. Ouais. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La rédaction de TLT vous donne rendez-vous avec François Guin demain à 19h. Très bonne soirée à tous.